J'aime bien les sports d'adrénaline. J'ai commencé avec du vélo de descente, j'ai continué avec de l'escalade, de l'alpinisme, de la slackline, du kitesurf. Quand j'étais petit, du roller, là je me suis remis au roller. Les sports de glisse, les sports d'adrénaline et les sports fun. C'est un lien avec le TDAH où justement on recherche cette dopamine, cette petite stimulation où on est attentif. C'est des sports où on ne peut pas se permettre d'être inattentif durant une seconde. En vélo de descente, en une seconde, on a raté le virage, on a raté le saut et on est dans le décor. Donc c'est des sports qui nous obligent à avoir un focus, à avoir une attention particulière à ce qu'on fait, où on est et ce qui arrive. Éric Charlet a été diagnostiqué d'un TDAH à 30 ans. Il souffre d'hyperactivité, mais aussi d'un manque de concentration, d'attention, parfois aussi de patience. Si le trouble lui pose problème en tant qu'adulte, les symptômes étaient déjà présents alors qu'il était enfant. J'avais des surnoms dans mon village, indiquant que j'étais justement tête en l'air, que j'oubliais des choses, que j'étais toujours en retard. J'avais aussi beaucoup de peine à rester concentré à l'école. Je chahutais beaucoup. J'avais toujours un peu le feu en moi à faire quelque chose. Le fait d'avoir un TDAH au niveau social est assez compliqué. J'arrive en retard, les gens le prennent mal. Je vais couper la parole aux gens. Les gens vont le prendre mal. Vivre avec quelqu'un, être en couple, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on a de la peine à se lancer, à faire les tâches ménagères, à faire toutes les tâches qui ne nous plaisent pas. C'est des éléments très pesants pour l'entourage. Le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental. Il se définit par des difficultés d'attention, de concentration, d'organisation. Il peut se caractériser par de l'impulsivité, une tendance à la procrastination, donc le fait de remettre à plus tard, et par l'hyperactivité. Si chacun peut se retrouver dans ces symptômes, tout le monde ne souffre pas de TDAH. Le trouble devient pathologique au-dessus d'un certain seuil. Ça devient un TDAH quand le trouble commence à avoir un impact sur ma vie, c'est-à-dire que je commence à m'épuiser parce que je fournis beaucoup d'énergie à essayer de lutter constamment contre mes symptômes, et dans différentes sphères de ma vie, ça devient un TDAH. L'épuisement, c'est ce qui est arrivé à Éric Charlet. Il est parvenu à gérer les difficultés sociales, mais professionnellement, son cerveau n'a pas réussi à compenser le trouble. Au travail, j'ai eu des postes à responsabilité, justement, où j'étais chef de projet, donc devais gérer, que ce soit des plannings, des personnes, des travaux, vraiment de l'organisation. Et c'est en fait là où je suis le plus mauvais, en fait. C'est donc très compliqué, très énergivore. Moi, je me sentais paralysé à l'intérieur, pourtant, j'avais qu'à envoyer un mail ou téléphoner, mais c'était des choses que j'arrivais pas à faire. On n'arrive pas à prioriser, on n'arrive pas à mettre l'énergie où il faut, et on se fait juste submerger par les tâches, et on sombre petit à petit. Et sur mes 2 postes précédents, je suis parti pratiquement en burn-out. Enfin bref, j'ai dû arrêter quasi du jour au lendemain pour me reposer un moment. Sur les conseils d'une amie psychologue, il se fait diagnostiquer chez un psychiatre spécialiste du TDAH et comprend enfin à quoi sont dus ses problèmes professionnels. Il baisse alors son taux d'activité à 80%. Mais le jeune homme fait un choix encore plus radical. Je suis passé de chef de projet, donc avec poste à responsabilité, de quasi-cadre, à technicien, juste parce que je trouvais que j'arrivais pas à gérer cette situation. C'était trop compliqué pour moi, pour ma vie. Il faut une balance. Et j'ai trouvé cette balance justement en diminuant mes responsabilités, en redevenant technicien malgré mon bachelor en ingénierie. C'est quelque chose que j'ai dû faire pour trouver un équilibre. Le diagnostic a permis à Éric Charlet d'avoir accès à des thérapies de groupe et aussi à un traitement médicamenteux.
la première ligne de traitement, c'est vraiment les psychostimulants. Donc les psychostimulants, ce sont des traitements qui sont soit dérivés de cocaïne, soit dérivés d'amphétamine. Ça fait un peu peur parce que c'est des dérivés de drogue, mais ils ont été façonnés de manière à ne pas rendre dépendant. Il n'y a pas de tolérance, il y a extrêmement peu d'effets secondaires et ils ont une très très bonne efficacité. C'est pour ça qu'on les propose très rapidement chez l'adulte. Éric Charlet est encore suivi régulièrement à Genève. Les HUG ont en effet une unité spécialisée dans le TDAH. Aujourd'hui, il vient faire le point sur son traitement. Alors, comment ça va? Ça va assez bien, que ce soit au niveau professionnel ou social actuellement. J'ai bien évolué, puis j'ai évolué dans le bon sens. La vie est plus agréable avec les médicaments, avec les groupes ou comme ça. Ouais, ça aide beaucoup à avoir une vie un peu plus équilibrée. Vous avez juste à dire ce qui a changé? Vous parlez du médicament, comment il vous a aidé? Il m'aide à être plus focus sur mes tâches, à surtout voir quand je perds l'attention en fait. Je fais 15 tâches en même temps et que j'avance pas au final. Là, je m'en rends compte. Avant, je m'en rendais pas du tout compte. Vous pourriez rester des heures avant à avancer avec faire du multitasking non efficace. On va exactement. dire ça comme ça. Ouais. En fait, j'arrive à m'en apercevoir que du coup, j'arrive à réagir. J'arrive à ramener mon focus sur ce que je fais. Alfred Grissen, lui, a passé toute sa vie sans aide, sans traitement. Il a dû surmonter les difficultés par lui-même. Passionné de plantes, il est devenu jardinier. Il aime le contact avec les gens, le côté créatif du métier, mais dans son parcours professionnel, il a aussi rencontré de grosses difficultés. L'administratif me pose problème, puisque j'ai une tendance à procrastiner sur ces choses-là, donc à attendre vraiment le dernier moment pour les faire, ce qui amène un certain stress quand il faut passer à l'action, puisque le délai s'en trouve bien raccourci. Et des fois, on dépasse même ce délai, ce qui amène à des problèmes de rappel, avec les conséquences qui peuvent en découler. Ces problèmes vont placer Alfred Grissen dans une situation qui deviendra ingérable au fil des ans et impactera toute sa vie. Il ignore alors que cette procrastination est un des symptômes typiques du TDAH, et c'est par hasard qu'il va le découvrir. Il a alors 56 ans. Je fais de l'apnée du sommeil. À la fin des examens sur l'apnée du sommeil, on a un entretien sur comment on vit, comment on dort, est-ce qu'on se réveille en forme, etc. Et là, je lui explique ma vie professionnelle, ma vie familiale, ce que j'aime faire. J'aimais écrire des articles, par exemple, sur les plantes. Et de l'autre côté, je ne fais pas l'administratif. Et là, la personne en question, je ne savais pas, avait une formation aussi sur Elle était psychiatre, formation TDAH. Elle me dit, mais vous ne seriez pas TDAH. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On m'explique brièvement. Étonnamment, je me retrouve vraiment dans cette description. Je fais un petit peu plus de recherche de mon côté. Ça me ressemble énormément. Et puis de là, on me conseille de prendre contact avec les HUG, notamment pour passer des tests qui permettent de savoir si on est TDAH ou pas. Pour diagnostiquer le TDAH, il n'y a pas de marqueur à proprement parler. Pas de marqueur génétique, pas de marqueur neurobiologique ou autres marqueurs qui nous disent ça c'est un TDAH, ça c'en est pas. Donc l'outil diagnostique premier, ça va être l'entretien clinique. Donc c'est l'anamnèse qui va me permettre plus le fait que je m'entoure de l'avis d'autrui ou d'autres sources extérieures qui va me permettre de dire cette personne souffre ou pas d'un TDAH. Dans l'unité de Nader Pérou, des psychologues vont aussi passer au peigne fin la vie entière du patient, afin de déceler toutes les manifestations du trouble que la personne aurait pu connaître. Cet entretien structuré revient sur la vie scolaire, professionnelle, familiale, relationnelle et intime du patient, ainsi que sur les troubles physiques ou psychiques dont il souffre ou a souffert. Une partie spécifique est consacrée aux symptômes passés et présents d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité.
ça va nous permettre de dessiner un score. Par exemple, si les scores dans l'enfance et à l'âge adulte pour l'inattention sont plus élevés qu'un certain nombre de points, tant pour l'enfance qu'à l'âge adulte, eh bien, on va dire apparemment les scores sont compatibles avec un trouble de l'attention présent lors de l'enfance et toujours présent, manifeste à l'âge adulte. À cela s'ajoute un autre outil visant à évaluer le trouble. Un test neuropsychologique sur ordinateur qu'Alfred Grissen a accepté de repasser pour nous 6 ans après son diagnostic. Je vous laisse entrer, donc vous pouvez vous installer. La psychologue lui rappelle les consignes. Donc, vous allez avoir des lettres qui vont défiler. Chaque fois que vous voyez une lettre, votre tâche est de cliquer le plus vite possible sur la barre d'espace. Si la lettre est un X, toutefois, vous devez essayer de ne pas cliquer. D'accord. C'est OK pour moi. Ouais. Très bien. Ce test dure 14 minutes et constitue un révélateur concret de la capacité d'attention et de concentration, ainsi que de l'impulsivité. L'impulsivité, assez fortement présente dans la manière dont vous avez fait le test aujourd'hui. Et puis la vigilance, quelques indications avec ces omissions qui arrivent que quand vous avez du temps. Vous n'êtes pas un habitué de l'omission, si je peux dire. Ouais. Les gens, c'est tout le long du test, dès le début. Okay. Vous, c'est seulement quand il y a des intervalles de temps. OK. J'avais été surpris à l'époque, quand j'ai fait ces tests. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tout le monde se plante. Et puis après, on m'a montré la moyenne des gens, de la population, et puis les TDAH, et donc notamment ma courbe. Et là, j'étais vraiment très surpris de voir que j'étais clairement en dessous de la moyenne des gens, des non-TDAH. Ouais. Alors, moi, j'ai observé que maintenant... Même si le diagnostic est arrivé tard dans la vie d'Alfred Grissen, il y voit quand même des bénéfices. C'est peut-être ça qui a changé dans ma vie. Je suis conscient, plus conscient de où sont mes points forts et mes points faibles. Donc là, en fait, s'il fallait revenir en arrière dans ma vie, il y a certaines choses que je ne ferais pas et d'autres choses où je m'aventurerais beaucoup plus. Un diagnostic qui intéresse de plus en plus de monde. Au HUG, par exemple, l'attente est d'1 année et demie. Les spécialistes n'arrivent plus à répondre à la demande. C'est une pathologie qui était encore méconnue il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Jusqu'à très récemment, il n'y avait absolument pas d'enseignement dans les cursus de formation postgraduée pour le TDAH adulte ou sur le TDAH adulte. Moi-même, je n'ai jamais reçu, durant mon cursus de formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie, un seul cours, une seule heure, une seule minute sur le TDAH adulte. Moi, j'étais convaincu que c'était une pathologie qui disparaissait en fait à l'adolescence ou au jeune âge adulte. Il s'agissait uniquement d'une pathologie de l'enfance. Adam souffrait de problèmes à l'école et a été diagnostiqué TDAH à l'âge de 7 ans. Ce diagnostic l'a aidé, mais il a aussi aidé sa mère. En effet, Johanne Eschliman s'est fortement reconnue dans les problèmes de son fils. Je me voyais en lui, en fait. Ça a fait un peu effet miroir. Et c'est vrai que aussi ma maman, elle me disait aussi souvent, mais j'en connais une autre qui faisait ça. Ou telle mère, tel fils. Puis je me dis, ouais, ça me correspond. Ah, mais oui, moi je fais ça. Ah, mais je suis comme ça. Ah, mais... Puis après, c'est là que je me suis dit, ouais, je vais en parler à mon médecin. Son généraliste l'oriente vers une neuropsychologue pour passer les tests. Johanne Eschliman est diagnostiquée TDAH. Aujourd'hui, elle est traitée pour ce trouble et sa vie a changé. Elle se sent mieux et a retrouvé un équilibre. On a beaucoup, non? Oui, c'est des souvenirs. Oups là! Mais j'avais pas nagé. Mais pour en arriver là, le parcours a été difficile. Tu t'en rappelles? Sa souffrance a commencé dès l'enfance et s'est accentuée au fil des ans. À tel point qu'à l'âge de 22 ans, elle a été hospitalisée en psychiatrie. La jeune femme s'est alors sentie complètement désemparée. J'ai demandé au médecin, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi il y a tout qui me fait peur? Enfin, j'étais vraiment mal avec moi-même, vraiment. Et là, il m'a dit, vous êtes borderline. On me donne des médicaments, beaucoup.
des antidépresseurs, des neuroleptiques, des stabilisateurs d'humeur, des somnifères, des benzodiazépines, enfin vraiment le gros, la totale quoi. Et on me propose un suivi psychiatrique. Puis j'ai vécu toutes ces années en pensant que j'étais borderline. Et puis plus les années passaient, puis plus je me disais mais non, c'est pas ça. Il y a autre chose qui fait que je suis comme ça. Durant 16 ans, cette fan d'Harry Potter va pressentir que les médecins n'ont pas assez investigué. Lorsque le diagnostic de TDAH tombe, elle a 38 ans et c'est un soulagement qui fait ressortir beaucoup d'émotions. J'ai fonctionné toutes ces années, mais avec... c'était dur, parce que je devais vraiment lutter tout le temps. Et les gens, ils ne le voyaient pas, ça. Que c'était dur pour moi de me battre comme ça tout le temps. Et puis j'étais fatiguée, en fait. Et quand on m'a posé ce diagnostic, je me suis dit, ben voilà, si on avait peut-être cherché avant pourquoi j'étais comme ça, qu'est-ce qui allait pas chez moi, vraiment, peut-être j'aurais pas eu tout ce parcours un peu chaotique de ma vie. J'aurais pu faire peut-être d'autres choses, j'aurais pu aller plus loin dans mes études, j'aurais peut-être pas divorcé. J'aurais peut-être pas autant été comme ça mal avec moi-même, en fait. Ces regrets sont d'autant plus vifs que les symptômes étaient présents depuis bien longtemps. Joanne se présente sans ses affaires à la leçon de maths de vendredi, bavarde malgré nos avertissements et se permet en plus de bouder et de ne pas apporter son carnet. Deuxième arrivée tardive le matin, depuis lundi. Joanne n'écoute pas et ne respecte pas les consignes. Joanne perturbe la leçon par ses bavardages incessants. Devoir de maths pas fait. Joanne ne prend pas son travail au sérieux. Bavarde et surtout se montre extrêmement impolie. Punition, 2 heures de retenue le mercredi. Quand je lis ces carnets, je me rends compte qu'il y avait déjà tellement de signes avant, mais on n'a pas fait trop attention. Et ça me touche en fait de lire ça parce que ça me parle beaucoup par rapport à mon diagnostic d'aujourd'hui. La question du diagnostic se pose beaucoup lors de l'entrée dans l'âge adulte, à l'université notamment, qui représente une période charnière. Jusqu'à l'âge de 20 ans, Laurine Dudeuil a toujours su gérer, compenser son trouble. Elle n'a donc jamais ressenti le besoin de se faire diagnostiquer. C'est à l'université que ça a commencé vraiment à pas du tout bien aller. J'allais jamais en cours ou peu en cours. J'étudiais aussi toujours à la dernière minute. Les rendus des séminaires, c'était très compliqué à gérer. Les travaux de groupe, c'était horrible. Il y avait ce côté où j'avais l'impression d'être tout le temps sur la brèche. Tout le temps qu'à un moment donné, je marchais de plus en plus vers le précipice sans vraiment m'en rendre compte en me disant ça va le faire, ça va le faire. Et au final, je me suis complètement foirée et ça a été une année horrible. Et voilà, c'est là où j'ai entrepris le diagnostic parce que sinon, franchement, je sais pas. Je pense que j'aurais juste quitté l'uni. Je sais pas ce qui serait. Je sais pas. Disons que l'université, par rapport aux études précédentes, demande vraiment à l'étudiant de pouvoir s'autodiscipliner. Et c'est justement là où les symptômes liés au TDAH vont avoir un impact parce que ils vont avoir plus de mal à se fixer un cadre, un rythme, à s'autodiscipliner, à faire les choses au fur et à mesure, à limiter la procrastination qui est justement souvent problématique pour les adultes qui ont un TDAH. Et donc ils sont souvent plus en souffrance sur le plan académique, mais aussi des fois sociale. Durant cette période difficile, Laurine Dudeuil a été soutenue par sa meilleure amie, Vinciane Darbelay, elle aussi vivant avec un TDAH. Pour aider les étudiants souffrant ou pensant souffrir de ce trouble, cette dernière a créé un groupe de parole. Aujourd'hui, il y est question de diagnostic. Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Vinciane. Je suis en bachelor en psychologie. Et moi, je me suis fait diagnostiquer il y a pas mal de temps, j'avais une 12aine d'années. Voilà, donc je peux passer la parole. Alors, je m'appelle Laurine, je suis en bachelor de sciences politiques et je suis diagnostiquée depuis 1 an. Et du coup, pareil, ça a été tout un chemin.
Et puis j'ai enfin trouvé le courage, à 21 ans, d'aller voir un psychiatre. Et il m'a dit que c'était un effet de mode. Et que si j'avais un TDAH, il aurait été diagnostiqué quand j'étais enfant. Et que du coup, voilà, c'était un effet de mode, c'était juste du stress, il fallait juste que je m'adapte à l'université, etc. Et finalement, après, je suis passée par ma médecin, à qui j'en ai parlé, qui m'a vraiment écoutée, et après, qui m'a conseillé d'autres voies pour un diagnostic. Cette question, en fait, de l'effet de mode, j'ai l'impression qu'on a peut-être tous entendu ça ici. J'ai suivi toute ma vie à cause de ça, et on me dit « Ah, c'est marrant, c'est à la mode. » C'est pas drôle. Non, voilà. Il m'en a pas reparlé et il m'a même pas posé, il a même pas envisagé peut-être autre chose parce que moi j'envisageais un TDAH mais ça pouvait être aussi autre chose, un autre diagnostic. Au final, je venais pour trouver des réponses et il a juste tout balayé et on n'a plus jamais reparlé. On sait dans certaines études anglo-saxonnes, mais c'est probablement encore pire dans le monde francophone, que jusqu'à 13%, on va dire même parfois 20% des psychiatres et psychothérapeutes dans le monde anglo-saxon ne croient pas en l'existence de ce trouble. On peut aller jusqu'à 30% qui pensent que c'est simplement l'expression de problèmes comportementaux dits normaux. Donc ça veut dire que vous avez quand même une chance sur 3, dans le monde anglo-saxon, où les gens sont mieux formés, de tomber sur un psychiatre qui ne va pas vous traiter, qui va même pas vous poser les questions pour le TDAH, parce qu'il ne croit pas en l'existence de ce trouble. Et ça, c'est quand même dramatique. Pas reconnu, peu enseigné aux professionnels de la santé mentale, complexe à diagnostiquer, le TDAH chez l'adulte n'existe officiellement que depuis 2013 et souffre encore de sa jeunesse. Les personnes atteintes du trouble doivent donc s'armer de patience et de persévérance.